Décidément, le thème de l'immigration l'aura marqué cette semaine. D'abord parce que, on a eu certains chiffres. On a eu aussi des avis, on pourrait dire des avis chocs d'économistes sur les conséquences des dépassements des seuils d'une immigration hors contrôle au Canada. Et là, cette fois-ci, c'est une démarche politique très offensive. Le premier ministre du Québec, François Legault, qui interpelle directement dans une lettre signée d'hier, interpelle directement Justin Trudeau. Malheureusement, nous sommes tout près du point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec mois après mois. La situation est devenue insoutenable. Plus loin dans la lettre, on dit « Vous avez donc la responsabilité de freiner, de diminuer l'afflux des demandeurs d'asile au Canada. Vous avez aussi le devoir et la responsabilité de répartir équitablement les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Le Québec n'est plus en mesure d'accueillir une part disproportionnée de demandeurs. » Plus loin dans la lettre, vous avez également la responsabilité de compenser le Québec financièrement. Je mentionne au passage que le chiffre en cause, c'est 470 millions. Finalement, nos ressources ne sont pas infinies et étirées au maximum. N'attendons pas que la situation s'aggrave avant d'agir. Tout ça dans une lettre signée François Legault, adressée donc au premier ministre du Canada. Avec nous pour en parler, la ministre québécoise de l'Immigration, Christine Fréchette. Bonjour. Bonjour. L'expression point de rupture, comment on décrirait ce que votre premier ministre appelle le point de rupture? Bien, c'est un point à partir duquel on pourrait être à risque en termes de services à livrer ou en termes d'accompagnement à donner à ces personnes qui arrivent essentiellement à Montréal. Et ça contribue à un rapprochement de ce point de bascule, de point de rupture. C'est qu'on a énormément de services qui sont pressurisés par l'arrivée importante de demandeurs d'asile dans la région de Montréal, des services d'éducation, des services de santé, de l'aide de dernier recours. Au niveau des organismes sur le terrain qui accompagnent ces gens-là, il y a aussi un niveau qui a été atteint là, de maximisation de ce que peuvent faire les ressources. Vous vous souviendrez peut-être que lorsque c'était le chemin Roxham qui occupait tous les esprits, les groupes avaient fait un appel cri du cœur pour dire là, ils n'étaient plus capables d'assumer leurs responsabilités avec les ressources dont ils disposaient. Donc, on avait offert une aide additionnelle. Eh bien, on sent qu'au niveau des groupes sur le terrain, on se rapproche dangereusement de ce point et on veut éviter d'y venir. Vous venez de me parler du chemin Roxham. Là, je pense que je vous donne 2 minutes juste pour remettre tout le monde à jour. Parce que pour une bonne partie de la population, on avait eu l'impression que quand il y a eu cette entente entre M. Trudeau et Joe Biden, on ferme le chemin Roxham, on avait l'impression que l'entrée massive de demandeurs d'asile, un peu hors contrôle, des chiffres au-dessus de ce qu'on était capable d'accueillir, c'était comme fini, c'était comme réglé. Puis aussi le fait que le Québec accueillait plus que sa part. Qu'est-ce qui est arrivé? De quelle façon ça a basculé vers les aéroports? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ça s'est passé à l'intérieur de l'année 2023. Là. Effectivement. Alors, il faut voir d'une part que ce n'est pas les mêmes personnes. Dans le chemin Roxham, les pays de provenance des personnes qui arrivaient au Québec est passablement différent de ceux qui arrivent par l'aéroport. Fait qu'une chance qu'on a signé une entente avec les États-Unis pour mettre fin au passage au chemin Roxham, parce que sinon, on aurait 2 voies d'accès d'immigration importantes de demandeurs d'asile. Au chemin Roxham, c'était des demandeurs d'asile qui entraient de manière irrégulière. Là, on a fermé ce chemin-là. Maintenant, à l'aéroport, il y a la voie d'entrée régulière. Donc, les gens qui se présentent à l'aéroport, ils arrivent parfois avec un visa, parfois non, mais ils arrivent puis ils déposent une demande d'asile ou encore le font dans les jours suivant leur arrivée à l'aéroport. Et là, ils ont accès à un panier de services à partir de ce moment-là. Or, nous, on avait vu déjà, début 2023, que le nombre d'arrivées à l'aéroport commençait à augmenter. Donc, ça avait commencé avant qu'on ferme le chemin Roxham. Ça avait commencé effectivement avant. Puis moi, j'en avais fait part à M. Fraser, à savoir qu'on souhaitait en janvier-février l'année passée, que le Canada répartisse les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada. Puis j'avais ajouté à ma demande qu'il le fasse également pour les demandeurs d'asile qui arrivaient à l'aéroport. Parce que j'ai dit, moi, je commence à m'inquiéter. Alors, on a réglé le chemin Roxham. Et là, de mois en mois, le nombre de demandeurs d'asile arrivant à l'aéroport n'a qu'augmenté. L'Ontario aussi vit une situation similaire, ce qui n'était pas le cas avec le chemin Roxham. On n'était que le Québec qui assumions l'ensemble des responsabilités. Là, l'Ontario, je dirais, assume une part de l'accueil qui est équivalente à son poids démographique, ce qui n'est pas le cas pour le Québec. Parce qu'en gros, le Québec, on est 22 % de la population du Canada. Puis les arrivées à l'aéroport de demandeurs d'asile, essentiellement, on a la moitié du Canada. Ouais, à peu près ça? On est proche de 50 on est dans les 48-47 d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, c'est un poids trop considérable à porter pour le Québec. On veut absolument que le fédéral se charge de répartir ces demandeurs d'asile partout au Canada, de réviser aussi sa politique des visas, de gestion des visas, parce qu'il y a trop de laxisme. Ça fait en sorte qu'il y a trop de gens qui profitent d'une arrivée au Canada avec, par exemple, un visa de visiteur. Parce que, dans le fond, les gens viennent comme touristes, ils font
font semblant comme s'ils venaient visiter le Canada pour une semaine ou venir visiter de la parenté ou les chutes Niagara. Mais dans le fond, leur intention, c'est de rester. C'est tout autre. Et puis, il y a des pays pour lesquels on avait imposé un visa. On ne le fait plus aujourd'hui. Les libéraux ont renversé cette approche-là. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement fédéral reconsidère sérieusement de réimposer des visas à certains pays dont beaucoup de demandeurs d'asile arrivent au Canada puis au Québec particulièrement. De façon plus pointue, vous parlez des visas des gens en provenance du Mexique, où là, oui, il y a le nombre de demandeurs d'asile, mais quoi aussi la crainte que ce soit une passoire pour des criminels, des groupes criminalisés? Effectivement, ça, c'est une de nos craintes, qu'il y ait une brèche qui se soit créée qui va permettre, dans le fond, l'arrivée du crime organisé, puis de réseaux du crime qui vont s'installer à la frontière canado-américaine pour faciliter le passage de personnes vers les États-Unis ou l'inverse. Donc ça, pour nous, c'est une crainte. On l'a partagé avec le gouvernement canadien pour qu'il assure une meilleure gestion de la frontière. C'est sous leur aile, cette gestion des frontières, tout comme l'émission des visas. Donc, c'est important que le fédéral agisse rapidement parce que la pression se fait sentir de manière très importante. En ce moment, on a 1150 classes d'accueil qui ont été développées. On est à ce stade. Et c'est beaucoup des enfants. 1150 classes d'accueil. Des gens qui ont besoin d'une mise à niveau, par exemple, pour la connaissance du français, pour leur formation scolaire. Donc, c'est énorme. Dans un contexte où, on le sait, la pénurie se fait sentir au niveau de la main-d'œuvre de manière bien importante. Donc, nous, il faut qu'on embauche des professeurs pour accompagner ces jeunes-là. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle le point de bascule, le point de rupture potentiel, parce que, justement, il y avait déjà un problème, un enjeu au niveau d'embauche de professeurs. Alors, il faut en plus ouvrir des classes. Puis, on est fiers de notre programme d'accueil des demandeurs d'asile. L'idée, c'est qu'on poursuive notre engagement de la manière qu'on l'a assumé jusqu'à maintenant, mais il vient un moment où c'est trop de gens en peu de temps, au même endroit, parce qu'ils sont tous à Montréal, alors que les autres provinces du Canada, à part l'Ontario, franchement, n'en reçoivent pas adéquatement, n'en reçoivent pas un bon niveau. Donc, il faut qu'il y ait une répartition comme ça de ce poids et puis qu'on réduise l'afflux également des demandeurs d'asile. Et là, vous avez fait tous les calculs et c'est une grosse facture que vous envoyez à Ottawa, là. Effectivement, mais c'est parce que c'est une grosse facture qu'on a assumée nous-mêmes puis qu'on continue d'assumer. Donc, c'est les Québécois qui, jusqu'à maintenant, ont payé pour l'ensemble des coûts. On veut que le Canada nous rembourse l'intégralité des coûts. Il l'a fait en partie. Pour ce qui est de l'hébergement temporaire, ça a été remboursé. Ça équivaut à peu près à 15 de notre demande. Mais on est loin du compte, 15 Mais moi, une chose qui m'a fascinée cette semaine, c'est de voir M. Poilievre et M. Trudeau venir au Québec puis nous parler du nombre important de résidents non permanents, à l'effet qu'il fallait réduire ce nombre-là. Mais ni l'un ni l'autre n'a mentionné les demandeurs d'asile comme étant un enjeu. Nous, ça fait des années qu'on en parle au gouvernement canadien de cet enjeu-là, puis plus particulièrement depuis qu'il y a eu le chemin Roxham et compagnie. Et là, j'étais franchement décontenancée de voir que c'était même pas une mention d'une préoccupation à cet effet-là. Pour finir sur la question des demandeurs d'asile, parce que bon, on l'a vu, là. Par exemple, quand il y a eu des guerres, là, les Ukrainiens au début de la guerre, on sait qu'il y a des demandeurs d'asile qui... Parce que l'idée de demander l'asile politique au Canada, au Québec, au Canada, c'est de dire, ben moi, dans mon pays, je suis en danger. On comprend bien ça, mais on veut jouer notre rôle à l'échelle internationale pour protéger, accueillir dans notre pays des gens qui peuvent plus vivre chez eux ou des gens qui sont homosexuels puis c'est pas accepté dans leur pays. Toutes sortes de circonstances où les gens sont en danger. Est-ce que j'ai raison de penser que présentement, ce qui rentre à pleine porte, c'est des faux demandeurs d'asile, là. Des gens... Puis je les blâme pas, ils veulent améliorer leur sort, ils veulent améliorer leur vie, ils veulent avoir un meilleur travail, meilleur revenu, meilleur système de santé, ils viennent chez nous. Mais ils sont pas pantoute en danger dans leur pays, donc ils utilisent faussement le statut de demandeur d'asile. Puis au pire, ils se disent, ben regarde, c'est tellement lent au Canada, c'est tellement embourbé, le temps que j'ai une réponse, le temps que je me fasse refuser le statut, il va se passer 2-3 ans, je vais être installé au Canada, je vais avoir une job, tu sais, puis on verra bien après. Est-ce qu'il y a beaucoup de ça? Il y en a des vrais demandeurs d'asile en nombre important, mais effectivement, il y a des pays pour lesquels on voit que le taux d'acceptation à titre de demandeur d'asile est très faible, autour de 30 Donc, les trois quarts... les gens s'essayent, ils viennent ici, c'est facile d'y arriver parce qu'il n'y a pas de permis de visa qui est demandé, par exemple. Une fois arrivés ici, effectivement, ils peuvent rester 1 an, 2 ans ou plus si leur demande est traitée avec beaucoup de délai. Donc, c'est ça qu'on veut éviter, là, de faire en sorte qu'on devienne une porte d'accès pour des faux demandeurs d'asile. Puis on sait qu'il y a des pays où c'est monnaie courante d'avoir une majorité des demandeurs qui sont des faux, en fait, qui ne se qualifient pas. Il y a aussi les temporaires, donc les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants temporaires. Et là, on retombe sur une responsabilité du gouvernement du Québec, là. Vous avez dit notre seuil d'immigration en campagne électorale, nous autres, ça va être 50 000 la CAQ. Vous avez dit là, on pourrait glisser vers 60 000. Mais on dit au Québec présentement, on est plus proche de 200 000, peut-être plus, avec quand on inclut les étudiants étrangers temporaires, les travailleurs étrangers temporaires.
Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que c'est un des seuils que vous allez aussi réduire? Bien, on est en train de regarder les options à notre disposition par rapport aux résidents non permanents, dont font partie les demandeurs d'asile. Donc, notre premier objectif, c'est de réduire considérablement l'afflux des demandeurs d'asile. Du côté des travailleurs étrangers temporaires, du côté des étudiants étrangers, on regarde les options, les leviers dont on dispose. Il faut voir qu'au niveau des travailleurs, on n'est pas en contrôle de l'ensemble des programmes. On contrôle à peu près, en tout, 30 33 des dossiers de résidents non permanents qui sont au Québec. Donc, ça limite quand même notre marge de manœuvre, mais on fait des demandes aussi au fédéral parce que, bon, c'est eux qui sont en contrôle d'une bonne partie du volume des travailleurs temporaires. Que vous devez avoir des collègues, là, les ministres économiques, qui vous disent « Ouais, mais moi, j'ai plein d'employeurs là, qui se fient sur ce monde-là. Ils se fient sur des travailleurs étrangers pour faire rouler la business, là, dans l'agriculture, dans maintenant le tourisme, dans l'industrie, dans le manufacturier. On se fie sur la main-d'œuvre étrangère pour... Je vais le dire platement, pour faire des jobs que les gens d'ici veulent plus faire. Là. Bien, c'est pour ça qu'il faut y aller de manière structurée, parce qu'on ne peut pas juste sabrer, peu importe ce que ça a comme conséquence. Il faut voir qu'il y a une partie de ces gens-là qui viennent livrer des services en santé. Il y en a d'autres qui viennent livrer des services en construction, en éducation, dans des secteurs qui sont stratégiques pour le Québec. Alors, il faut avoir ça aussi à l'œil. Quand vient le temps, de dire où est-ce qu'on devrait diminuer. Donc, l'agriculture, c'est un autre cas d'exemple. Notre sécurité alimentaire, est-ce qu'on y tient? Nous, comme gouvernement, on pense que oui. Donc, c'est important quand même d'avoir l'afflux de travailleurs temporaires pour ce secteur-là. Dans le cas des étudiants étrangers, on a l'impression que nos universités se filent pas mal là-dessus pour se financer, parce que comme les frais de scolarité sont très, très limités ici depuis les carrés rouges, bien là, on se dit les étudiants étrangers, c'est les seuls à qui on peut charger une grosse facture. Donc, on se fie sur eux pour faire vivre nos universités, pour financer nos universités. Si vous coupez là-dedans, les universités vont crier, là. D'une part, c'est au Québec à décider de cette question-là, parce que le fédéral s'est invité dans la danse. Donc, c'est au Québec de voir à ça. Moi, je constate de ma tournée là, des régions, j'ai fait encore des rencontres hier et avant-hier avec les recteurs de l'UQTR et de l'Université Laval, c'est que je constate, particulièrement en régions éloignées, qu'il y a beaucoup de programmes qui continuent d'exister parce qu'il y a des étudiants étrangers dans la classe en nombre assez important. Donc, il y a peut-être une question d'argent pour certains établissements d'enseignement, mais il y a aussi une question de survie carrément de survie de programme. J'inclus ça, oui. Donc, est-ce que, on veut tenir ça en considération quand on viendra le temps de regarder le nombre d'étudiants étrangers? Je pense que c'est à prendre en considération. Sur ça, là, je vais vous entendre sur la une du Globe and Mail ce matin là, qui parle de faux étudiants. On dit, écoutez, les chiffres sont gros, mais on dit qu'à peu près 20 de ceux qui sont au Canada avec un statut d'étudiant étranger, ça nous donne une idée du bordel en matière d'immigration au Canada, mais on dit 20 ils n'étudient pas pantoute. Ils sont venus au Canada, c'est une autre façon de rentrer au Canada avec un statut d'étudiant, mais ils n'étudient pas du tout. Il y en a-tu au Québec de ça? Alors, c'est ce qu'on va regarder. Moi, j'ai été surprise du nombre. Il faut voir que c'est une étude pan-canadienne. Donc, là, on va vouloir savoir au niveau du Québec, là, ça ressemble à quoi le portrait? Parce qu'il faut voir qu'au Québec, on a fait un certain ménage là, par rapport à certains établissements d'enseignement dont on sait qu'ils avaient fait un business là, de faire venir des étudiants étrangers. Donc, les universités puis les cégeps là, qui amènent des étudiants étrangers, c'est sûr qu'eux, ils veulent que ce soit des vrais étudiants parce qu'ils leur réservent des places. Donc, ils prennent la place de quelqu'un d'autre. Donc là, je vais travailler en étroite collaboration avec ma collègue Pascale Desrier pour qu'on documente la réalité québécoise, voir si c'est vraiment préoccupant. S'il y a lieu de prendre action, on le fera. Il y a le Parti québécois qui avait la plus basse cible d'immigration à la dernière élection, 35 000. Et là, en caucus, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec ses députés, on laisse carrément entendre que la situation est si critique sur le logement, sur le reste, qu'on pourrait, même leurs 35 000 pourraient réduire ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche du PQ? Bien, je trouve ça étonnant parce qu'on a quand même une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de talent, particulièrement dans les secteurs stratégiques. Donc, à voir dans quel domaine ils vont vouloir couper. Parce que eux, au PQ, ils ont toujours comme le chiffre globalement parlant, mais on ne sait jamais, dans le fond, c'est où est-ce qu'ils voudraient couper? C'est dans les travailleurs économiques? Est-ce que c'est dans les regroupements familiaux? Est-ce que c'est dans d'autres types humanitaires? Donc, il faudra qu'ils précisent là où ils veulent s'en aller, parce que c'est pas qu'un chiffre. Hein. La gestion de l'immigration, c'est aussi une composition, différents profils, des humains, bref, des personnes qui veulent s'établir ici et dont on a besoin et qui constituent une richesse. Donc, nous, on a forgé notre niveau, notre seuil en fonction des besoins du Québec et notre capacité d'accueil également. Et on va maintenir donc nos orientations pour les 2 prochaines années, puis on va refaire un tour de roue pour une consultation en 2025. C'est pour ça qu'on est en train de regarder comment on peut accélérer la certification de travailleurs et d'amener des gens qui vont pouvoir se mettre au boulot tout de suite pour bâtir des maisons pour la communauté. On sait que l'immigration fait partie de la solution. Il faut qu'on le fasse, continue de le faire de façon responsable, mais c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Mais c'est l'affirmation, justement, du Parti libéral et de bien des gens pendant des années de dire que l'immigration allait tout solutionner. Mais hier, justement, le Marc-André en parlait, la Banque nationale
nationale, ce qu'elle nous dit, c'est qu'avec des niveaux aussi extrêmes de personnes immigrantes qui arrivent en même temps au Canada, dans des proportions jamais vues, l'OCDE, on est bien au-dessus de tous les pays. Parce que le 500 000, c'est important de le spécifier, il y a le 500 000 dont parle M. Trudeau, mais s'ajoute à ça à peu près 800 000 personnes, des étudiants étrangers, et aussi des travailleurs temporaires. Donc, 500 plus, et on arrive à 800 ensuite. C'est énorme. Bien, c'est énorme, puis ça génère, et ça, c'est la Banque nationale qui le dit, là, des économistes, des banquiers, une croissance négative pour le Canada. Donc, ce qu'on nous dit, là, on va faire venir des gens qui vont travailler, qui vont créer de l'essor économique au Canada, bien, peut-être dans une certaine partie, mais en même temps, ces personnes, quand ils arrivent, là, on doit justement les loger, mais on doit aussi les éduquer, on doit les soigner, Donc, c'est normal, on veut faire preuve de bonne charité puis d'assurer que tout le monde ait les bons soins, mais à un moment donné, on ne peut pas le faire dans des chiffres aussi démentiels. Mais le problème, c'est que le débat continue à être un débat de seuil. C'est quoi le chiffre? Et chacun y va avec son ressenti, avec où est-ce que le vent va tourner aujourd'hui. Il y en a un qui crie 35 000, l'autre qui crie 500 000, puis on ne le sait pas c'est quoi le vrai chiffre. Le vrai chiffre, il n'y a personne qui veut se pencher pour le trouver. Et pour le trouver, ben, c'est des chiffres objectif, un peu comme celui de l'étude d'hier de la Banque nationale qui nous dit qu'on n'a pas assez de logements pour recevoir des immigrants. Il faudrait faire le même exercice pour l'éducation, pour la santé, pour aussi quelle est la pénurie de main-d'œuvre et à quelle mesure l'immigration peut ou ne pas ou peut pas contribuer. Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Et arriver avec un chiffre sur lequel on va tous pouvoir s'entendre. Le problème maintenant, c'est qu'on a fait du seuil de l'immigration un enjeu politique. Est-ce que tu es pour ou contre l'immigration? On ne peut pas être pour ou contre l'immigration, tout comme on ne peut pas être pour ou contre l'éducation. Il s'agit d'un des leviers parmi plusieurs autres leviers pour accroître et augmenter notre essor et notre prospérité. Et le problème de Justin Trudeau, c'est un problème idéologique. C'est que lui, il veut s'inscrire comme étant capitaine immigration, quitte à ce que l'immigration commence à être nocive, rendue à certains extrêmes.